Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué chaque fois qu'on commence, on prend une petite voix. On est genre bonjour, Ouais, hein? bonjour. On est encore gênés. Je sais pas pourquoi. Ouais, je pense que c'est ça. C'est drôle. Bonjour. C'est clairement ça, prendre une voix de bébé, c'est ça que ça veut dire. J'espère que vous allez bien. on va se forcer à parler normal. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on fait ça. Colin! Oh non. On est encore gênés. On a peur que les gens nous aiment pas, fait qu'on prend une petite voix. Ouais. Mais bon, salut, nous on vous aime. Puis merci d'être là. Épisode 48 déjà. Ça approche le 50 bientôt, là. Ouais. C'est fou raide, là. Faut faire de quoi de big au 50. Big 50. C'est vrai. Non, je sais pas. Big 50. On met une toune de 50 Cent pour commencer notre podcast. Parfait. Sans explication, sans contexte. Puis après ça, on commence l'épisode comme si de rien n'était. Oui. Oh mon Dieu, mais c'est vrai, ça passe vite, là. C'est fou. Bon, ben, pour commencer, je vais faire les petits shout-outs du jour, si tu le veux bien, ma belle Christine. Oui, c'est vrai. J'étais en train d'oublier qu'on avait ça à faire. Donc, le premier shout-out, je vais en dire deux aujourd'hui parce qu'ils sont plus courts. C'est Cassandra qui veut faire un shout-out à sa meilleure amie Myriam, avec qui elle nous écoute tout le temps. Donc, salut les filles! Salut les filles, merci Coucou de nous Cassandra, écouter! coucou Myriam. Oui, merci de nous écouter. Mais c'est tellement une bonne... J'ai l'impression que moi, si, exemple, on écoutait un podcast ensemble, j'aurais pas pensé leur écrire pour qu'ils te fassent un shout-out. Je suis peut-être une mauvaise amie, là. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça avant, là. Mais t'es une bonne amie, Cassandra. Jamais. Bravo. Oui. C'est cute de faire ça. Oui. Après ça, Myriam, elle va écouter le podcast puis elle va être genre « Oh! » Ça va y faire un Coquine. petit rayon de soleil dans sa journée. Mm-hmm. Donc, le deuxième shout-out, c'est de la part de Catherine. Elle nous dit « Salut les filles, j'espère que vous allez bien. » Oui, merci, ça va bien. Et toi? Je suis technicienne en pose de cils et j'écoute des podcasts de true crime avec mes clientes. J'aimerais faire un shout-out à une de mes clientes, Valérie, qui m'a fait connaître votre fantastique podcast que je ne connaissais pas. Vous êtes bonne, merci pour vos histoires. Bisous, bisous. C'est malade! J'imagine nos cute. petites voix dans son local en train de faire des poses de cils. C'est tellement hot! Oui. Oui. Et salut à vous les filles! Merci Catherine de nous avoir écrit. Salut Catherine, salut Valérie. Shout out! J'espère que ta pose de cils se passe très bien et que là, t'as pas ri et tu as eu un cil dans l'œil. Et voilà, c'était les deux shout-outs d'aujourd'hui. Oui, et comme toujours, comme depuis quelque temps, je le rappelle, on n'en prend plus de nouveaux shout-outs, malheureusement, on déborde. Oui. Donc, là, il n'y aura pas de saveur du jour aujourd'hui. Parce qu'à la place, on vous parle du commanditaire de cet épisode, notre premier commanditaire. Oui! C'est malade. C'est tellement cool! Merci tellement de nous encourager. C'est une galerie d'art québécoise au nom vraiment facile à retenir, c'est simple, c'est efficace. La Belle Galerie. La Belle Galerie, c'est une galerie professionnelle qui est située à Québec, dans le Vieux-Port. Il y a 9 peintres et 4 sculpteurs qui sont exposés à cette galerie-là. Puis pour vrai, c'est pour tous les goûts. Ça va du classique au contemporain. Puis c'est malade parce que c'est tous des artistes canadiens. C'est cool. Donc soit du Québec, de l'Ontario, Colombie-Britannique et Alberta. Fait que là, si vous avez un mur vide, une pièce qui manque de couleurs, ou même vous cherchez une idée de cadeau original, ben vous y avez peut-être pas pensé, là, mais se procurer une toile ou une sculpture là, d'un artiste d'ici, ça rend la décision full personnelle. C'est un peu une fierté là, d'encourager des artistes d'ici, chez vous, là, tu les vois tous les jours. Ça te met un peu de beauté dans ta journée, puis de fierté de représenter les artistes d'ici. Puis c'est le fun de savoir ça vient d'où. Tu sais, c'est pas juste une reproduction cheap faite je sais pas trop où. Puis la Belle Galerie, là, elle se démarque surtout
pour ses prix abordables parce que des fois, c'est un peu intimidant. L'art peut coûter cher, mais là, ça coûte pas un bras, inquiétez-vous pas. C'est de l'art super accessible. Oui! Puis une de leurs artistes, d'ailleurs, qui est là en ce moment, c'est Vanessa Leblanc, une artiste de la Gaspésie qui a fait ses études au cégep de Sainte-Foy, comme moi et puis Jus, on a fait en cinéma. Shout out! Puis, ouais, shout out! Elle a vraiment un style unique puis original qui focus vraiment sur la faune et la flore, probablement vraiment inspiré de sa petite ville natale. Donc on peut voir des animaux, des montagnes, des aurores boréales, c'est vraiment zen, puis pour vrai, gros coup de cœur, c'est vraiment mignon, genre ça donne envie de se reposer. Oui, c'est vraiment... full cozy. Ouais. Donc bref, je vous encourage à aller prendre une belle marche dans le Vieux-Port. Tellement un beau coin. En plus, la Belle Galerie est située sur la rue Saint-Paul. Un parfait arrêt, selon moi, quand tu prends une petite marche dans ce coin-là puis que tu veux aller vers le Château Frontenac et toutes les belles petites boutiques qui s'y trouvent. Oui, vraiment. Puis si vous pouvez pas vous déplacer dans le Vieux-Port de Québec, il y a aussi la livraison qui peut être faite partout dans le monde. Vous pouvez faire vos achats en ligne de manière super sécuritaire sur le site labellegalerie.ca. Et merci à la Belle Galerie de nous encourager! Oui, merci la Belle Galerie! On va vous mettre tout ça en barre de description, dans la bio, peu importe où est-ce que vous voyez nos sources habituellement. Yes! Et voilà, donc on peut passer à l'épisode d'aujourd'hui. Oui! Bon, là, je sais qu'au dernier épisode, on a dit qu'on essaierait de parler d'histoires où les policiers ont fait une belle job, bonne job, ou juste leur job. Mais ouais. J'avais déjà prévu faire ce cas-là en particulier aujourd'hui. Et ça me tentait pas de changer d'idée, là. Donc, encore une fois, aujourd'hui, la police a fait des gestes un peu questionnables. OK. Mais là, gars, je vous le dis, là, ça s'en vient. Je veux pas que notre podcast devienne juste du bâchage de policiers. Non, on va se reprendre un peu, on va trouver des cas où on est fiers de la justice. Ouais. Ou qu'on n'est pas outré, au moins, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Savannah Lafontaine Greywind, 22 ans. Trame avertissement, il va y avoir mention de maltraitance d'enfants et je vais pas en dire plus, là, mais une femme enceinte est au cœur de cette histoire. Donc, si c'est des sujets sensibles, faites attention. C'est vraiment une histoire impensable, c'est terrible, ça frôle l'insolite. Mm-hmm. Ça me dit quelque chose, là, on dirait. Les peuples autochtones du Canada et des États-Unis font face à des injustices systémiques profondément enracinées, comme vous devez probablement le savoir, et c'est surtout issu de la colonisation et des politiques d'assimilation forcée qu'on a affligées aux communautés depuis des centaines d'années. Au Canada, la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées montre vraiment cette réalité-là. Il y a un manque flagrant de protection, de justice et d'attention à l'égard de ces femmes autochtones-là qui subissent des crimes, surtout de la part des autorités, qui ignorent souvent complètement ces dossiers-là. Aux États-Unis, la situation est similaire qu'au Canada ou au Québec, là, dans des États comme le Dakota du Nord, où l'exploitation des ressources naturelles attire des travailleurs blancs ou non autochtones, du moins dans des camps temporaires qui sont souvent proches des réserves ou des communautés. Les femmes autochtones sont particulièrement vulnérables à la violence, au trafic humain et aux disparitions. Et ces réalités-là sont largement ignorées par les institutions. Ça s'inscrit vraiment dans un historique de marginalisation, de dépossession des peuples autochtones de leurs terres, de leurs droits humains, autant au Canada qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Juste pour vous mettre en contexte, là, au Canada, le taux de femmes autochtones victimes d'homicide est 6 fois plus élevé que celui des femmes non autochtones. Aux États-Unis, dans certains comtés, le taux d'homicide des femmes autochtones est 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Les femmes autochtones sont le groupe le plus touché par des actes de violence de tout le pays. Dans tous les cas, la grande majorité des meurtriers de ces femmes-là, c'est pas des Autochtones. Et en vérité, et ça c'est choquant, personne ne sait combien de femmes et de filles autochtones manquent à l'appel dans le monde. On a des statistiques approximatives, mais le nombre est beaucoup plus élevé que ça parce que on manque d'intérêt et on n'a pas de recensions qui sont faites
pour comptabiliser ces disparitions-là et surtout, il n'y a pas d'action prise pour remédier à la situation. Ben, vous vous en doutez, ça m'amène à mon histoire d'aujourd'hui, qui va avoir un lien avec ça et qui se déroule dans le Dakota du Nord, justement. Le 9 août 1995, Norberta Greywind a donné naissance à sa première fille, Savannah, dans la communauté autochtone de Turtle Mountain à Belcourt, Dakota du Nord. Turtle Mountain, c'est la terre de la tribu Chippewa, dont la population s'élève à environ 9000 habitants. Mais peu de temps après sa naissance, Savannah va plutôt intégrer la tribu de son père, Joseph, surnommé Joe, qui est membre de la tribu Spirit Lake Sioux Tribe. Fait qu'elle a passé le plus clair de son temps là-bas, à environ 1h30 de Turtle Mountain. La communauté là-bas compte environ 7000 habitants. Fait qu'elle a grandi avec des origines autochtones de différentes cultures. Et en vieillissant, elle développe vraiment rapidement un fort intérêt pour ses racines et sa culture autochtone. Elle parle anglais, mais avec sa communauté, elle parle surtout le dialecte de sa tribu, le Dakota Dialect. Puis, dans sa langue, son nom signifie « Where Thunder Finds Her », donc là où le tonnerre la trouve. Puis je trouve ça hot comme nom. Ouais, c'est badass. Ouais, vraiment. Avec sa famille qui grandit de plus en plus, Savannah devient rapidement en charge de ses plus jeunes frères et sœurs pendant que ses parents travaillent à une usine Sioux. La famille n'est pas super riche, super fortunée, mais ils se débrouillent et ils sont vraiment très heureux. Savannah est très proche de sa famille, sont soudés, puis elle prend son rôle de grande sœur très au sérieux. Puis avec ses parents qui travaillent beaucoup, elle devient quasiment une figure maternelle pour ses frères et sœurs. Et elle adore ça, là. Elle rêve un jour d'avoir ses propres enfants puis de s'occuper d'eux aussi bien qu'elle le fait pour ses frères et sœurs. En 2011, durant son année sophomore au secondaire, Savannah va rencontrer un freshman, donc 1 an plus jeune que lui, du nom de Ashton Matheny, qui est lui aussi membre de la Spirit Lake Tribe. Et les deux, ben, ils tombent amoureux. Mm-hmm. Une petite high school sweethearts. Au début, ses parents sont pas trop down qu'elle fréquente un gars, là, sont assez stricts, ils la trouvent jeune pour qu'elle ait un chum. Fait que les deux, ils se voient juste à l'école. Mais petit à petit, là, les parents de Savannah, ils font connaissance avec Ashton, ils l'acceptent, ils approuvent la relation, ils l'aiment bien, ce petit gars-là. C'est un gars bien smart. 4 ans plus tard, en 2015, Savannah, qui a maintenant 19 ans, devient assistante infirmière certifiée et elle obtient une job dans un foyer pour personnes âgées. Le foyer il est à 2h30 de où elle habite, dans la ville de Fargo, toujours au Dakota du Nord. Mm-hmm. Comme le film Fargo. Oui. Ce job-là, c'est une super opportunité et les membres de sa famille sont tellement fiers. Ils veulent vraiment la supporter. Je sais pas trop les circonstances de cette décision-là, mais toute la famille déménage à Fargo ensemble. Fait que quand même, gros move, là, toute la famille déménage pour la nouvelle job de Savannah, sauf Ashton, qui lui a 18 ans à ce moment-là. Lui, il travaille à Minneapolis, qui est environ à 4 heures de Fargo. Mais malgré la distance, ça met pas fin à leur relation. Les deux, Savannah et Ashton, ils essayent de se voir le plus possible. Et sinon, ben, ils vivent une relation à distance. Ils planifient ensemble qu'Ashton va finir par déménager lui aussi à Fargo, quand les deux pourront se permettre un appart juste à eux. Là, ils sont quand même jeunes, 18-19 ans. C'est peut-être pas pour tout de suite qu'ils déménagent officiellement ensemble. Mm-hmm. Savannah aide les personnes âgées à son travail et les enfants à la maison. Fait que pour vrai, c'est quelqu'un qui aime aider les gens. Elle est serviable, pleine de bonté. Elle est super bonne avec les enfants, elle a un grand cœur. Puis on dirait que quand t'es belle de l'intérieur, t'es belle de l'extérieur aussi. Là, vous irez voir des photos, elle rayonne, elle est vraiment belle. 2 ans plus tard, en janvier 2007, les plans de Savannah et Ashton se voient bousculés par l'arrivée imminente d'un petit bébé. Savannah, alors âgée de 21 ans, est enceinte d'Ashton, 20 ans. C'est une surprise, mais une heureuse surprise. Les deux sont vraiment contents et excités. Leur petite fille est due pour le 20 septembre 2017. Fait que là, ben, faut se dépêcher.
il n'y a pas assez de place dans l'appartement des Greywind pour accueillir une nouvelle famille. Fait que le couple commence à chercher un appartement pour établir officiellement leur vie de famille à 2 et bientôt à 3. Puis Ashton prévoit demander la main de Savannah dès qu'ils emménagent ensemble. Oh. Cute. Mais en juillet 2017, Savannah est rendue au début de son 3e trimestre. Elle n'a toujours pas trouvé d'appartement. C'est dû pour septembre. C'est beaucoup plus difficile qu'elle pensait. Les deux sont pas super fortunés non plus encore. Puis juste à la base, être enceinte, c'est pas évident, là. Savannah a de la difficulté à vivre avec les effets secondaires de la grossesse, surtout émotionnels. Elle écrit notamment sur Facebook qu'elle se reconnaît plus, qu'elle vit mal les sauts d'humeur. Et Savannah est assez connue de son entourage pour avoir une grande présence sur les réseaux sociaux. Elle écrit beaucoup sur Facebook de tout et de rien. Et Savannah vit ce que plusieurs futures mères vivent durant leur grossesse, surtout comme première grossesse, là, les peurs, les insécurités, la solitude, la déprime, l'appréhension de devenir mère et de littéralement sortir un bébé de toi. Mais bon, période vraiment stressante pour Savannah. Elle et son chum, ils ont toujours pas de logement. Et là, Savannah, elle voit son corps changer, elle voit son ventre grandir de plus en plus. Fait que c'est comme un peu une cloche qui sonne bientôt, qui annonce l'arrivée imminente de son bébé. Et avec le stress financier qui s'ajoute à ça, c'est pas la période la plus joyeuse. Savannah et Ashton, ils se parlent souvent au téléphone parce que je rappelle qu'ils sont à distance. Fait qu'en plus, elle vit ça loin du père de son bébé. Et au téléphone, ils parlent surtout d'argent, de manière de se faire plus d'argent, de comment ils vont subvenir aux besoins de leur petite fille, etc. Mais malgré l'ambiance super stressante, Savannah, elle va bientôt devenir mère, puis c'était ça son plus grand rêve. Fait qu'elle a trop hâte de rencontrer sa fille. Elle pense même retourner à l'école pour avoir son diplôme d'infirmière, parce que là, elle est juste assistante infirmière, pour avoir un peu plus d'argent. Un mois plus tard, on est en août 2017. Le couple s'est enfin arrêté sur un nom pour leur petite fille, puis ils vont l'appeler Hazley. Et je trouve ça mignon. Puis le 9 août 2017, c'est la fête de Savannah, donc elle célèbre son 22e anniversaire. Mais avec ses parents au travail, son chum à distance, ses frères et sœurs qui ont aussi un emploi du temps, Savannah n'a pas vraiment célébré grand-chose. Elle a même pas fait un post sur Facebook ou quoi que ce soit, puis c'est vraiment étrange de sa part de pas célébrer moindrement sa fête. Mais, bonne nouvelle dans tout ce stress, Ashton et Savannah trouvent enfin un appartement. Dernière minute, mais c'est parfait, c'est juste dans les temps. Ils vont déménager le 1er septembre, juste avant la naissance d'Hazley, qui est prévue le 20. Donc, il leur reste environ 1 mois et demi pour préparer le déménagement et l'accouchement. C'est quand même beaucoup tout en même temps, là. Ouais, c'est un déménagement vraiment, puis un accouchement. My God. vraiment intense. On arrive le 19 août 2017, un mois avant la date prévue. Savannah est très enceinte, mais comme je disais, elle reste celle en charge des plus jeunes de sa famille. Puis une de ses tâches de la journée, c'est de reconduire sa petite sœur Kayla, 18 ans, au travail. Je pense que c'est une des seules qui avait un permis de conduire dans la famille, je ne sais pas trop. Mais durant le trajet, Savannah va lui dévoiler le 2e nom de sa fille, là, son middle name. Puis ça va être Joe en l'honneur de son papa. Fait qu'elle va s'appeler Hazley Joe. Aussi, dans le trajet en auto, elle va se confier à sa petite sœur, puis elle va lui dire qu'elle est vraiment terrorisée à l'idée d'accoucher. Elle a vraiment peur, puis je peux la comprendre. Ensuite, de retour à l'appartement familial, Savannah a fait le ménage parce que demain, c'est le baby shower de son petit bébé. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans sa vie, ouais, pauvre c'est petite. ça. Tout le dernier mois est tellement stressant. Hein? Ouais. Puis elle se dépêche de faire le ménage parce que dans quelques heures, elle doit aller reconduire son petit frère Casey, 16 ans, lui aussi, au travail. Fait que là, pauvre Savannah, elle est 8 mois enceinte, elle doit préparer un déménagement, un baby shower, puis elle livre toute sa famille à gauche puis à droite partout dans la ville. Ça doit vraiment être épuisant pour elle. Donnez-y un break, quelqu'un, là. Ouais, pauvre Si, type. ouais. Mais elle se donne un break parce que, durant son ménage, vers 13h20, Savannah se commande une bonne pizza. Une pizza comme elle le mérite. Fait que là, elle appelle, elle commande sa pizza, mais presque directement après avoir commandé, on cogne à la porte. Bon, impossible que ce soit la pizza, mais Savannah va quand même ouvrir. Et c'est sa voisine du dessus,
une certaine Brooke Cruz qui habite à l'appartement numéro 5. Elle la connaît, là, c'est sa voisine, mais les deux sont pas particulièrement amis, c'est juste des connaissances, là, comme la plupart des voisins. Là. Brooke ou Brooke, je sais pas comment je le prononce parce que Brooke... Non, je veux dire Brooke. Ben, tu peux dire Brooke, là. Brooke? Écoute, on est des Québécois. Je sais pas. Fais ce que tu te sens mieux de dire. Je vais dire Brooke. Okay. Brooke demande à Savannah une faveur. Elle a un service à lui demander. Elle est en train de coudre quelque chose, puis elle a besoin d'un modèle pour finir le morceau. Je sais exactement c'est quoi l'histoire. Ça vient de me revenir là. Ouais. C'est terrible, excuse-moi. Je viens d'avoir un flash que je sais c'est quoi cette histoire-là. Fait que là, elle demande à Savannah, peux-tu monter en haut? Je veux finir les coutures de mon vêtement, j'ai besoin d'aide 2 secondes, puis je t'offre 20$ en échange. Là, Savannah, elle hésite un peu. Elle doit finir son ménage, puis après ça, lifter son frère. Mais elle est serviable, elle est gentille, fait qu'elle accepte, puis tu sais, 20$ pour quelque chose de facile de même, pourquoi pas? Fait que là, elle prévient son frère Casey qu'elle s'en va quelques minutes en haut aider une voisine, puis aussi elle dit la même chose à sa mère Norberta. Là, on est autour de 13h20, 13h30, mais là, 14h30 arrive. Fait qu'une heure est passée, puis Savannah est toujours pas revenue. Casey, le petit frère, il monte en haut à l'appartement 5 pour aller chercher sa grande sœur parce que là, il a besoin d'un lift, il va être en retard à job. Casey cogne à la porte, personne répond. Là, il colle son oreille contre la porte pour voir s'il y a quelqu'un, puis il entend le son d'une machine à coudre. Ben, ce qu'il pense être le son d'une machine à coudre, ou réellement ça. Fait que là, il redescend, il s'est dit, bon, ils ont pas fini de faire leur affaire. Puis là, c'est au tour du père, Joe, de monter voir quelques minutes plus tard. Parce que là, il est un peu fâché, il trouve pas sa fille responsable, il est comme là, tu savais bien que tu devais lifter ton frère, descends donc, laisse faire la couture. Là. Puis là, il cogne plus fort à la porte. Brooke a entendu, puis elle répond. Puis là, elle fait juste dire « Ah, on n'a pas encore fini, s'il te plaît, laisse-nous encore quelques minutes. » Puis Joe, il est genre « Ok, whatever. » Bon, là, c'est pas trop clair, mais je pense que c'est finalement Norberta, la mère, qui est finalement allée lifter Casey à son travail, ou en tout cas, bref, Casey, il a réussi à se rendre, là. Puis ils ont trouvé une solution pour pas avoir besoin de Savannah. Mais là, 15h40 arrive. Fait plus de 2 heures. Oui. Savannah est toujours pas redescendue. Il y a des limites à demander de l'aide à un voisin, là. Mm-hmm. Norberta s'inquiète. Aucun signe de sa fille enceinte depuis quelques heures. Fait qu'elle va à son tour cogner à l'appartement numéro 5. C'est la 3e personne à aller cogner en l'espace de 2h15. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai des frissons déjà. Mm-hmm. Brooke ouvre. Et là, Norberta est genre « Où est ma fille? » Et Brooke répond « Savannah? Ah, ben, ça fait un bout qu'elle est partie. Elle est pas chez vous? » Là, Norberta, elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle se dit « Ah, je l'ai peut-être manqué. Peut-être qu'elle est dans sa chambre, dans l'appart, puis je l'ai pas entendu revenir. » Fait que là, elle retourne en bas, chez elle, mais aucune trace de Savannah. Puis son portefeuille et ses clés de voiture sont toujours là. Fait que, clairement, elle n'est pas partie faire une commission. Puis, je le rappelle qu'elle est enceinte de 8 mois. Fait qu'elle est probablement pas partie seule faire une marche de santé de 2 heures de temps sans le dire à personne. Norberta est très inquiète. Elle décide d'appeler Ashton, le chum, et elle lui demande « As-tu des nouvelles de Savannah? » Ashton lui dit que la dernière fois qu'il a parlé à Savannah, c'était la veille, puis ils se sont chicanés. Savannah a reproché à Ashton d'être trop saoul hier soir, puis ça l'a créé une dispute. Mais sinon, il n'y a pas de nouvelles d'elle depuis. Là, la mère, elle explique la situation à Ashton. Sa fille manquait à l'appel, elle a disparu. Et là, Ashton saute directement dans sa voiture et fait la route jusqu'à Fargo, extrêmement inquiet. Norberta, elle sait dans son cœur de mère qu'il y a quelque chose qui cloche, fait qu'elle appelle tout de suite la police. Elle signale sa fille disparue. Et l'officier Sam Bowman se pointe à l'appartement des Greywind. Puis là, Norberta lui explique la situation, puis elle fait même tous les mouvements que sa fille aurait fait dans l'appartement, chaque action que Savannah aurait fait jusqu'à temps qu'on perde sa trace.
Elle lui dit que sa voisine Brooke semble être la dernière personne à l'avoir vue, puis qu'elle trouve ça louche. Elle dit « J'ai l'impression que Brooke a quelque chose à voir avec la disparition de ma fille. Elle s'est comme volatilisée. On dirait qu'elle n'est jamais sortie du bloc appartement. Donc, comment ça se fait qu'elle est introuvable? Tu peux-tu disparaître d'un bloc appartement, tu sais? » L'officier Bauman décide d'aller voir par lui-même. Fait qu'il va à l'appartement numéro 5 et cogne à la porte. Brooke répond et le laisse entrer. Fait que là, tu sais, il n'y a pas besoin de mandat de perquisition pour zioter. Là, elle lui permet de se promener dans l'appartement. Là, l'officier marche un peu et il remarque que, contrairement à ce que disait Norberta, Brooke n'est pas seule à l'intérieur. Il y a son chum, William Owen, 32 ans, qui est revenu du travail entre-temps. Il parle aux deux, puis William, lui, il chill sur le lit dans la chambre, là, il boit de la bière puis il joue aux jeux vidéo évaché sur le lit. Bauman trouve pas ça suspect, et moi non plus, je trouverais pas ça très suspect. Mais il demande quand même s'il peut fouiller un peu l'appartement, puis Brooke accepte. C'est un petit appartement. Bauman passe devant William dans la chambre, il regarde ensuite dans la salle de bain, la cuisine. Rien à signaler. Aucun signe de lutte à ses yeux, aucun signe de Savannah. Fait que là, il retourne voir Norberta, puis lui dit « Ben, écoutez, madame, il y a rien de suspect, je peux rien faire par rapport à votre voisine. Elle a l'air bien normale. » Puis il n'y a rien de bizarre dans l'appartement. Mais Norberta, elle veut rien savoir. Elle est convaincue là, à ce point-là que Brooke, elle a fait de quoi à sa fille. Elle lui demande de retourner vérifier. Elle dit « Je suis sûre que ma fille est genre ligotée en haut ou quelque chose. » Elle pense là qu'ils ont pris sa fille en otage. Mais d'un œil extérieur, elle a peut-être l'air un peu paranoïaque ou je sais pas trop. Puis là, l'officier fait juste répliquer « Ben là, c'est pas parce que votre fille n'a pas respecté sa routine habituelle qu'elle a été victime d'un enlèvement. Là. Donnez-lui un peu de temps, ça fait à peine un après-midi qu'elle est disparue. » On dirait qu'on oublie qu'elle est enceinte de 8 mois. Je sais pas, me semble que c'est alarmant qu'une femme enceinte de 8 mois disparaisse out of the blue. Là. Oui. Genre, pensez aussi au nouveau-né, là, qui allait bientôt être un nouveau-né, là. Tu sais, peut-être qu'elle, quelque part, elle a peut-être perdu ses os quelque part, peut-être qu'elle s'est évanouie. Tu sais, il y a peut-être eu des complications, tu sais, sans qu'elle ait été victime d'un crime, elle est peut-être en danger quand même. Mais le policier fait rien de plus, puis il s'en va. On avance à 22h30 ce soir-là. Même jour, toujours aucune trace de Savannah. L'officier Bauman avait dit « Je vais vous rappeler plus tard », mais il l'a jamais fait. Rendu à 22h30, il n'a pas rappelé pour avoir des nouvelles. C'est lui qui va se faire envoyer au bloc appartement des Graywine par ses boss parce qu'il y a des plaintes de bruit qui se sont faites à cet appartement-là. Fait qu'il l'a envoyé aller voir. Puis lui, il réalise même pas que ça aurait un lien avec Savannah. Fait que là, il s'y rend avec son partenaire en pensant qu'il y a genre un party puis que les gens se plaignent. Mais quand il arrive au bloc appartement, il y a environ 25 personnes dehors, devant. C'est tous des amis de la communauté ou des membres de la famille de Savannah qui manifestent devant le bloc. Puis chacun leur tour, ils rentrent, ils vont cogner à la porte de Brooke et William, puis ils les harcèlent en demandant où est Savannah. Hey, c'est intense, là. Ouais, ils sont convaincus, là. Ils lâchent pas le morceau. Non, ils veulent des réponses, mais le couple répond jamais à la porte. Je fais l'avocat du diable, mais ça peut être effrayant, puis je les comprends de pas nécessairement ouvrir la porte quand il y a 25 personnes qui hurlent devant chez vous. Là, les policiers sont un peu sous le choc, mais tu sais, la communauté a pris le dossier dans leurs mains parce que la police faisait absolument rien. Ça fait quand même toute une journée que Savannah est disparue. L'officier Bauman et son partenaire vont monter à l'étage, à l'appartement de Brooke et William, pour la deuxième fois. Là, ils entendent à travers la porte des bruits qui ressemblent à des meubles qui se font déplacer dans le logement. Eh ben, ça doit tellement être paniquant, là. Mm-hmm. Bauman cogne, puis là, il précise. C'est la police. Fait que là, Brooke, après un moment, finit par ouvrir. Là, elle est un peu irritée. Elle est comme, combien de fois faut que je le dise? Là, je sais pas, elle est où fucking Savannah, là? Puis, vous voulez encore checker mon appart? Ben, faites-le, mais il y a rien. Tu sais, elle est comme tannée. Et là, ben, les deux policiers regardent dans l'appartement et ça mène à rien. Ils trouvent rien. Puis, ils forcent le rassemblement à se disperser puis s'en aller, là, les gens qui manifestaient. Le lendemain, 20 août, toujours aucune nouvelle de Savannah.
La famille lâche pas le morceau, les proches de Savannah continuent de contacter la police sans cesse, sont certains que Savannah est gardée captive en otage dans l'appartement numéro 5. Mais à quel point c'est possible, là? C'est tout petit l'appart, là. Un membre de la famille éloignée des Greywind, par tout hasard, a déjà habité dans l'appartement numéro 5 dans le passé. Puis là, il dit à la police, « OK, je connais très bien cet appartement-là, j'ai déjà habité là, puis il y a un panneau, une genre de planche défectueuse derrière le bain. Puis derrière, il y aurait en masse de place pour cacher quelqu'un. Pouvez-vous aller regarder là? » La police retourne encore une fois à l'appart, et encore une fois, Brooke et William coopèrent, sont impatients, mais ils laissent la police faire, et fouillent la salle de bain. Ils regardent derrière le panneau défectueux, rien. Troisième visite, toujours rien. Ouais, c'est étrange, là. Pourquoi il continue d'aller là? 22 août 2017. 3 jours sans nouvelles de Savannah, puis c'est à ce moment-là, enfin, que la police commence à prendre ce cas-là au sérieux, ou même de considérer ça comme un cas, là, comme un dossier. Parce qu'avant, ils pensaient qu'elle était juste partie d'elle-même, mais après 3 jours, ils conviennent avec la famille que ça commence à être inquiétant. Une jeune femme de 22 ans, enceinte de 8 mois, est disparue, je le rappelle. Oui, c'est ça. Allô? Ouais, genre, c'est pas à prendre à la légère, je trouve. Ben non, vraiment pas, là. Si le bébé était né, mettons, puis que le bébé serait porté disparu, ça aurait pris 2 petites secondes. Ouais. Toute la ville se serait mobilisée pour essayer de le retrouver. Puis déjà que les femmes enceintes sont vulnérables, ben les femmes autochtones le sont aussi. Combinées ensemble, là, c'est vraiment inquiétant, mais la police n'a aucunement pris ça en considération. La police pense pas investiguer sur le passé de Brooke et William, ils les considèrent pas comme des personnes d'intérêt dans cette histoire-là. À la place, ils envoient des patrouilles fouiller la ville de Fargo, la rivière, les dumpsters, les pistes cyclables, les forêts. Selon la police, là, l'hypothèse la plus plausible, c'est que Savannah est partie d'elle-même, trop nerveuse d'être enceinte. Elle a voulu peut-être prendre une marche pour décompresser ou fuir, être en déni de ce qui s'en venait bientôt, puis quelque chose lui est arrivé. C'est une hypothèse. Mais est-ce la seule possible? Non. Et les patrouilles, ben, ils trouvent rien. Dans la Red River, rien. Dans la forêt, rien. Dans les poubelles, rien. Mais le soir du 22 août, vers 11h30 du soir, là, William Owen et Brooke Cruz sortent d'un Walmart avec plusieurs sacs. Puis là, ils pactent leur auto et en reculant leur auto du stationnement, ils vont accrocher un autre véhicule accidentellement parce que, ben, ils savent pas conduire, I don't know. Là, William, il sort pour parler au propriétaire de l'auto qui était là. Peut-être que lui aussi, il était en train de reculer son char, puis là, il y a eu un petit accrochage. William jase avec 2 secondes, puis lui dit « Oups, excuse, ok, laisse-moi juste aller chercher mes papiers d'assurance. » En retournant dans son auto, au lieu de prendre les papiers, ben, William s'enfuit. La voiture était même pas à lui, c'était elle de son boss qui était même pas supposé conduire. Mais le proprio de l'autre auto, il n'est pas dupe. Il a pris en note la plaque d'immatriculation puis il a tout de suite appelé la police. Bravo, bravo. À peine 1 heure plus tard, William y est en détention pour délit de fuite, mais ça prendra pas beaucoup de temps que son patron va payer sa caution puis William va être libéré. Mais me semble, là, quand la police est genre à tes trousses, là, pis que ça fait 4 fois qu'ils viennent sonner chez toi parce qu'ils sont convaincus qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, me semble, là, tu t'arranges pour que si, genre, tu fais un accrochage, tu te fasses pas comme encore plus suivre par la police, là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que la police s'en fout. Puis ouais. Ils prennent même pas ça en considération, là. Non seulement William, c'est le chum de la dernière personne à avoir vu une femme enceinte disparue depuis 4 jours, 3 jours, il est aussi maintenant un usurpateur de voiture parce qu'il était pas supposé conduire cette auto-là. Puis, il a l'air assez préoccupé au point de faire un hit and run, là. Tu sais, il y a de quoi qui le stressait. C'est quoi qu'il y avait dans les sacs Walmart, mettons? Plein d'articles pour bébés. Ah oui, c'est ça. Des couches, des pyjamas, de la nourriture... Oh my god, yark. Et malgré tous ces red flags, personne ne pense encore faire un background check sur William ou sur Brooke en lien avec la disparition de Savannah. Et là, moi, je vais vous le faire pour vous, OK? Ce background check-là. Puis si les policiers l'avaient fait dès le début, on aurait sauvé beaucoup de temps. Brooke Cruz, c'est une femme de 38 ans
Elle est actuellement sans emploi et elle habite à l'appartement numéro 5 depuis mai 2016 avec son chum William Owen, 32 ans. Lui, il travaille en toiture et plafond. On dit un roofer en anglais, c'était la traduction que j'ai trouvée. Donc, ça fait à peu près 1 an qu'il habite dans le même bloc que Savannah. Brooke, elle a un passé pas très reposant, là, c'est assez triste, mais elle vient de Floride. Donc oui, Brooke est une Florida woman. Et ça n'en dit long. Dans son enfance, elle a passé de maison d'accueil en Floride, puis elle a eu son premier enfant à seulement 14 ans. Donc c'est assez triste, là. Et son deuxième, elle l'a eu à 16 ans, donc 2 très jeunes grossesses. Et ces 2 enfants-là étaient de pères différents. Jusqu'en 2012, elle va avoir 5 autres enfants aussi, la plupart de pères différents aussi, là. Donc, elle a 7 enfants en tout. Il n'est pas trop clair ce qui est arrivé, mais elle a la garde d'aucun d'entre eux. Un de ses ex qui s'est ramassé à devoir s'occuper de leur fille seule, va dire d'elle plus tard, avait l'air d'être plus encline à faire la fête, à faire ses propres affaires, puis elle voulait que rien la retienne. Elle voulait partir puis faire ce qu'elle voulait, n'importe quand, n'importe où. Elle aimait pas la responsabilité d'avoir un enfant, c'était comme une âme vagabonde, donc il n'est pas d'enfant dans ce cas. Une de ses filles l'a même poursuivie en justice pour recevoir du soutien de sa part, tellement qu'elle devait pas payer le child support et compagnie. Fait que, imagine devoir te rendre jusqu'à poursuivre ta mère pour qu'elle te soutienne. Uh-huh. Pas drôle. Non, ça montre que... Ben, c'est pas une mère, là, je veux dire... Non. En 2012, à 32 ans, Brooke fait la rencontre de William Owen dans un autobus. Et là, en 2012, Brooke était dans une bonne phase. Elle voulait reprendre sa vie en main. Elle étudiait la psychologie à l'Université du Minnesota. Puis, tu sais, elle n'a pas eu la vie facile. À 32 ans seulement, elle a déjà eu 7 enfants. Puis, elle a la garde d'aucun d'entre eux. Elle a un gros passé. Mais là, elle avait envie de remettre sa vie sur pied. Mais disons que son élan de reprise en main va se couper sec en rencontrant William. William, il a son propre passé tumultueux lui aussi, là. Selon certaines sources, à 16 ans, il aurait lui aussi poursuivi ses parents pour avoir leur soutien. C'est assez ironique parce que il finit avec Brooke qui a fait le même traitement à ses enfants à elle, là. Et William aussi, il a déjà 2 enfants de mères différentes. Puis il n'y a pas la garde non plus. Non, j'y arrive, là. Mais les 2 ont des enfants de parents différents. Une n'a pas la garde de chacun d'entre eux, puis l'autre, il va bientôt plus avoir la garde. Parce que, en 2012, peu de temps après sa rencontre avec Brooke, William va plaider coupable d'abus physiques envers son fils de 3 mois. Oh my God. On sait pas les circonstances exactes, mais il aurait amené son tout petit bébé à l'urgence, puis les médecins se sont rendus compte que le bébé avait un crâne fracturé. C'est pas normal. Ça l'a immédiatement alerté les professionnels, ils ont appelé la police, et voilà, ça a été déterminé que le petit était victime de maltraitance. Puis William, il a plaidé coupable. 3 mois. Ah ouais, c'est terrible. Mais bon, malgré qu'il ait plaidé coupable puis qu'il se fasse mettre en prison pour violence envers les enfants, Brooke tombe amoureuse de lui. Assez en amour pour attendre qu'il purge sa sentence pour le rejoindre à sa sortie de prison. Et William va avoir une sentence de seulement 1 an de prison avec 2 ans de probation. C'est rien. Uh-huh. Bon, fait que là, leur début de relation est très étrange, disons. Fait que c'est seulement en 2014 que les 2 commencent officiellement à sortir ensemble. Donc, on est en 2014, 3 ans avant la disparition de Savannah. Et durant ces 3 années-là, sont pas des inconnus des policiers. La police les connaît très bien parce que ça bouge beaucoup, ça brasse dans la maison. Le couple se dispute sans arrêt. On dit qu'ils font trembler les murs de leur appartement des fois. Une fois, Brooke a même demandé un ordre de restriction contre William après qu'il l'aurait attaqué physiquement. Fait que, tu sais, les policiers savent sont qui. C'est pas des personnes blanches comme neige, là. J'en reviens pas qu'ils aient pas regardé, genre, 1 seconde, c'était qui, ce couple-là. Le restraining order, comme trop souvent, a servi à pas grand-chose parce que les 2 ont continué à se voir malgré tout. On entend souvent ça dans les couples toxiques. Mm-hmm. Ah, puis il y a aussi un mandat d'arrestation contre William pour amende non payée. Mais bon, les policiers font rien avec cette information. Personne pense faire un background check sur eux, comme j'ai dit, ou de les interroger, et voici ce qu'un interrogatoire
aurait dévoilé aux policiers. En 2017, donc l'année de notre histoire, Brooke a découvert que William la trompait. Et par peur que William la laisse, Brooke lui a menti et lui a dit qu'elle était enceinte. Pourtant, William savait que Brooke avait eu une ligature des trompes de Fallope pour plus avoir d'enfants. Mais là, il s'est dit probablement qu'elle a fait renverser la procédure, je sais pas trop. Il a pas trop posé de questions. Mais Brooke est pas enceinte. Mais non, of course. Pendant des mois, Brooke a cultivé son mensonge. Elle s'est fait passer pour une femme enceinte. Elle lui envoyait des échographies puis des scans trouvés sur Google, genre. Puis elle disait « Voici notre bébé! » C'est fou, là. mon Dieu. C'est terrible. Puis là, William, croyant être père, il a décidé de rester avec Brooke pour s'occuper de leur futur enfant. Mais quelques mois plus tard, en août 2017, peu de temps avant la disparition de Savannah, William, il a fini par se rendre compte que sa blonde n'était pas enceinte, là, qu'il n'y a pas de bébé. Il y a toujours bien des limites là, à faire semblant de ça. Et là, ça, c'est Brooke qui va dire ça plus tard. Mais elle dit que William lui aurait dit « J'étais prêt à fonder une famille avec toi. Tu m'as menti, donc c'est ta responsabilité de faire en sorte qu'on aille un enfant. » Ben voyons donc. On voit où ça s'en va, en tout cas. Brooke aurait pris cette menace un peu trop littéralement. Et on sait même pas si c'est vrai cette menace-là, c'est elle qui le dit. Donc, je vous ramène au 22 août 2017, 3 jours sans nouvelles de Savannah. William se fait arrêter pour délit de fuite, mais libéré. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. Le lendemain, 23 août, William va faire quelque chose d'encore plus stupide que ce qu'il a fait la veille. Il va dire à tous ses collègues qu'il y a un nouveau bébé à la maison. Et là, Ben oui. Je sais pas dans quel monde de licorne et de papillons magiques il vit, là, mais ses collègues, ils sont vraiment... ils comprennent pas. Ça l'éveille vraiment des soupçons parce que tout le monde sait que Brooke est pas enceinte. Fait comment ça se fait que du jour au lendemain, ils ont un bébé? En plus, ce qui est vraiment alarmant, c'est que les voisins, la famille Greywine, mais les autres voisins aussi dans le bloc, ils entendent des pleurs de bébés à travers les murs en provenance de l'appartement numéro 5. Non. Et là, on appelle la police pour dire « William, le voisin d'en haut, il se vante qu'il y a un bébé, on entend un bébé pleurer, puis il y a une femme enceinte qui est disparue depuis 4 jours. Faites de quoi? La police. » Oui, puis Brooke n'était pas enceinte, tabarnak. Non, c'est ça. Aux yeux des policiers, c'est la goutte qui fait déborder le vase, mais disons que le vase débordait à flot, là. On amasse assez de preuves pour obtenir un vrai mandat de perquisition pour fouiller encore une fois le mini-appartement de Brooke et William. Ça fait déjà au moins 3 fois qu'ils l'ont fouillé. Si pas plus, là, si le compte est bon, là, mais au moins 3 fois. Un jour passe, puis c'est le 24 août que la police entre en trombe dans l'appartement. Là, c'est la première fois qu'ils préviennent pas qu'ils arrivent. D'habitude, ils s'annonçaient, puis ça prenait un petit délai avant qu'ils répondent. Mais là, ils les prennent par surprise. Et ils tombent sur quoi? Brooke en train de tenir un nouveau-né dans une couverture. Oh my God. Un tout petit bébé prématuré d'environ 4 livres, une petite fille à la peau assez basanée et aux cheveux noirs. Hostie. Des traits physiques normalement attribués aux Autochtones et aucune ressemblance avec Brooke et William qui sont blancs. C'est le pire cauchemar, là. D'une mère, voyons donc. Brooke est immédiatement arrêtée, puis on va aller arrêter William qui, lui, était à son travail. En interrogeant Brooke, voici ce qu'elle a à dire. Elle dit que Savannah est venue à elle pour se confier en disant qu'elle était malheureuse, qu'elle aimait pas sa vie, qu'elle voulait plus être mère. Fait qu'elle aurait demandé à Brooke de l'aider à accoucher chez elle, puis elle lui donnerait le bébé en échange. Ben oui. Toi. Quelle histoire qu'on peut croire direct, là. Très crédible. Pourquoi tu l'as pas dit à la base si c'était vrai, tu sais? Déjà là, impossible parce que Savannah, elle attendait juste ça, à être maman. Puis pourquoi elle aurait demandé à sa voisine d'en haut qu'elle connaît même pas? Puis heureusement, la police croit pas du tout cette histoire-là et les 2 bozos sont gardés en détention. On va envoyer le bébé aux services sociaux, on va passer un test ADN. Là, je vous le dis tout de suite, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant qu'on puisse confirmer l'identité du bébé. Mais c'est bien la fille de Savannah et Ashton.
Pendant 3 semaines, la petite Hazley Jo va être gardée par les services sociaux loin de sa famille en attendant de prouver hors de tout doute qu'elle était la fille de Savannah et Ashton, mais c'est 3 semaines interminables pour la famille qui savent, là, « Hey, c'est notre petite fille ». Puis on peut pas l'avoir avec nous, c'était vraiment difficile. Ben oui, puis pour le bébé aussi, c'est tellement pas bon de pas avoir comme de contact de ses parents dès la naissance, là. Il a été genre sur la peau d'une femme, qui est même pas sa mère, une terrible femme. Puis là, il est comme enlevé pendant 3 semaines, genre c'est sûr qu'il va être traumatisé de ça, là. Là, tout le monde se pose la question, est où Savannah? On a son bébé? Aussi, est-ce que le bébé était dans l'appartement tout ce temps-là? Comment ça se fait que la police a manqué un nouveau-né dans un mini-appart plusieurs fois? À ce stade, la famille de Savannah avait déjà plus confiance en la police. Ça faisait 5 jours qu'ils disaient que quelque chose était arrivé à leur fille, que c'était probablement la faute du couple d'en haut, mais que personne les écoutait. Puis là, en plus, ils ont manqué un fucking bébé quand ils prenaient la peine d'au moins aller regarder l'appart. C'est vraiment décourageant et frustrant. Donc, pour trouver Savannah, et ainsi savoir ce qui lui est arrivé et comment elle a accouché, comment c'est arrivé tout ça, la famille prend les devants et ne fait pas du tout confiance en la police. Fait que là, des membres de la communauté, des tribus de toute la région se réunissent à Fargo pour faire des recherches, des battues, etc. Après 8 jours de disparition, le 27 août, autour de 17h45, 2 personnes en kayak sur la Red River remarquent quelque chose emballé dans des sacs de poubelle qui est pogné sur un tronc d'arbre qui flotte sur l'eau. La forme de l'objet est suspecte, on perd pas de temps à contacter la police, et à 20h20, on repêche l'objet qui est bel et bien un corps, rendu presque non identifiable à cause de l'eau. Mais on remarque 2 petits tatouages sur la cheville et la cuisse du corps qui confirment ce qu'on craignait tous. Le corps sans vie, c'est bien celui de Savannah Lafontaine Greywind, 22 ans. Et attention, ça s'en vient très graphique. L'autopsie va dévoiler des bleus partout sur son corps. Une corde est aussi encore attachée autour de son cou, mais surtout, plusieurs longues entailles sur son ventre de sa hanche gauche à sa hanche droite. Oh my God, yark. Savannah aurait subi une césarienne broche à foin fait maison. La cause du décès est soit par asphyxie ou au bout de son sang, suite à la césarienne homemade, parce que oui, elle était vivante durant la procédure. Tabarouette! Ça n'a pas de sens. C'est dégueulasse, cette histoire-là. Savannah a été assassinée, probablement que Brooke et William ont eu quelque chose à voir là-dedans, et on lui aurait retiré son bébé de son ventre. Mais comment ils ont réussi? Hazley Jo, elle est vivante et en bonne santé. Les deux, ils n'ont aucune expertise médicale, c'est de l'ordre du miracle. Et on peut se demander aussi pourquoi, what the actual fuck, genre pourquoi tu fais ça? Le lendemain, 28 août, Brooke et William sont accusés de conspiration à commettre un meurtre, conspiration à commettre un enlèvement et de donner de fausses informations à la police. On découvre que depuis les derniers temps, le couple visitait plusieurs sites de voyage et de compagnies aériennes, donc on les marque comme à haut risque de fuite et on place leur caution à 2 millions de dollars, ce qu'ils peuvent clairement pas payer. Donc, ils restent en prison jusqu'au procès. Disons que ça leur aurait été le genre de décision à prendre pour Rodney Alcala, mais bon. Ouais. Dans mon dernier épisode. Donc, en attente du procès et tout, on va interroger William, qui, lui, a une autre version complètement différente de Brooke, qui disait que Savannah lui avait juste donné son bébé. Là. Sa version est beaucoup plus plausible, si tu veux mon avis, mais ça reste biaisé. C'est peut-être pas la vérité non plus. Selon William, ce fameux samedi 19 août 2017, William y revenait du travail autour de 14h30, puis à son arrivée, il entendait des bruits étranges en provenance de la salle de bain. Les bruits étaient des cris d'un nouveau-né. Il a ouvert la porte, puis est tombé sur Brooke, pleine de sang, avec un nouveau-né dans les bras, dans une vieille couverture, puis elle lui montre fièrement en disant « C'est notre bébé, c'est notre famille ». Oh my God, yark. Comme une psycho. C'est terrible, ça m'écoeure, ce cas-là. Oh my God. En arrière, dans le bain, il y a le corps de Savannah qui se vide de son sang. William dit qu'il a demandé si elle était toujours en vie, puis Brooke aurait répondu
Je suis pas sûre. William a dit, et je cite, ça, il a dit ça durant l'interrogatoire, « Le visage de Savannah était tellement bleu, on aurait dit qu'il avait mangé des bonbons bleus. » Quelle manière idiote de décrire la situation. Voyons, t'as-tu 2 ans et demi, là? Vraiment. Hey, j'ai pas de mots, ça m'écoeure. Ensuite, Brooke aurait supplié William de l'aider à achever Savannah, mais lui, il dit qu'elle était déjà morte, fait qu'il n'y a rien eu à faire. Ça, c'est la version de William. Puis qu'après ça, il aurait juste embarqué dans le mensonge. Fait que dans le fond, il met tout le blâme sur Brooke. Lui, il aurait juste vu la scène puis rien dit. C'est possible, mais c'est douteux en même temps. En réinterrogeant Brooke, en lui annonçant, William y a avoué, elle aussi, elle avoue enfin. Elle dit qu'elle a poussé Savannah dans la salle de bain, ça lui aurait cogné la tête, puis elle l'aurait fracassé la tête à nouveau pour l'incapacité, puis que c'est elle seule qui aurait performé la césarienne improvisée sur Savannah dans le bain, mais que Savannah était toujours en vie ensuite et que c'est William qui l'aurait étranglée avec la corde pour la tuer. Elle dit durant l'interrogatoire, et je cite, « Si elle n'était pas déjà morte avant, là, elle l'était certainement. » Fait que là, de son côté, Brooke dit que c'est William qui aurait ultimement tué Savannah. On le saura probablement jamais réellement ce qui s'est passé. Je veux juste revenir à la situation. Ça veut dire que 1 heure ou 2 après avoir fait une césarienne broche à foin et tué une jeune femme, il y a des gens qui sont venus cogner à 3 reprises chez eux. Ouais, c'est ça. Pendant qu'ils demandaient à Brooke « où Savannah? As-tu vu notre fille? » Elle était dans la salle de bain, en train de mourir à bout de son sang, avec leur petite fille prématurée aussi quelque part dans l'appartement. Puis eux, ils jouaient à la comédie. T'es genre « Hein? Non, je l'ai pas vue. » Ils venaient juste de la tuer ou étaient en train de. Ça n'a pas de sens. Dégueulasse. Brooke dit qu'après avoir commis ces gestes horribles, elle a tout lavé le sang super rapidement parce que pendant qu'il faisait le ménage, la famille allait cogner à la porte. Aussi, personne n'a entendu Savannah crier. Je sais pas comment Brooke aurait fait pour maîtriser Savannah sans que personne l'entende se débattre à travers les murs ou crier. Tu sais, elle se serait pas laissée faire en 2 secondes. Pendant les premières visites de la police, Brooke dit qu'ils ont caché le corps de Savannah dans un placard, puis que le bébé il était en dessous des couvertures du lit, juste à côté de William qui jouait aux jeux vidéo. Voyons donc, Seigneur. Il était vaché sur le lit, en train de gamer, puis il y avait un nouveau-né juste en dessous d'une doudou. Puis le policier, il a rien vu, il a même pas pensé, je sais pas, bouger un coussin, ouvrir une porte de placard, puis il aurait tout vu, là. Non, il a juste checké vite. Il a vu un gars sur le lit, il est parti, puis that's it, là. Ouais. Puis ils sont allés à 3-4 reprises, là. Puis chaque fois, ils mettaient le bébé quelque part. Ils mettaient le corps quelque part. Ils ont jamais rien vu. William, il a vidé sa commode de tous les tiroirs, sa commode de vêtements. Il a enlevé tous les tiroirs, toutes les tablettes. Puis ça, c'est le bruit des meubles qui bougeaient quand le policier avait cogné à la porte puis il avait entendu à travers. Fait qu'il a cogné pendant qu'il déplaçait le corps de Cachette. Le couple a vite caché le corps de Savannah dans cette commode vidée. Il l'a enveloppé de sacs de poubelle. Puis encore une fois, était juste là quand la police est entrée pour regarder. Voyons donc. On dirait que ça se peut pas. Ouais. Puis là, quand la police est repartie, ils ont bougé la commode qui avait le corps de Savannah dedans, subtilement dehors, comme s'ils déménageaient un meuble. Ils ont placé le meuble dans leur Jeep, puis ils ont finalement jeté le corps dans la rivière. Encore une fois, si on avait, mettons, espionné le couple, mis quelqu'un en filature, il aurait bien vu que le couple déplaçait un meuble pour le pitcher dans la rivière, tu sais. C'est louche. On aurait pu au moins les observer, mais non. Dans quel monde t'es assez déconnecté de la réalité, assez imbu toi-même, narcissique pour te permettre d'arracher un bébé du ventre de ta voisine? Non, c'est terrible. Toi qui as déjà 7 fucking enfants que t'ignores complètement, là? Ah ouais, je comprends pas. J'ai pas de mots. C'est une des pires histoires que j'ai entendues. C'est injuste, là, pis fâchant. Tout est injuste, tout est fâchant. Tu sais, pis c'est deux personnes qui ont perdu la garde de genre 9 enfants au total, là. Ouais. Genre, ça l'aurait pu savoir s'ils avaient checké vite, tout de suite, comme... C'est qui ces gens-là, tu sais? Mais non, ça l'a fait vivre une torture à la famille pendant des jours à la place parce qu'ils ont pas pris au sérieux. OK, mais le pauvre Ashton, là, qui s'en venait voir... Ouais.
Il allait la demander en mariage, puis il allait avoir son bébé avec elle, puis commencer leur vie de famille. Mais là, il a tué... C'est pas fini. Je sais que tu t'en viens là. Je suis comme... Ashton. Là, ça sort dans les journaux, cette histoire-là. Puis des gens contactent la police pour signaler des interactions douteuses qu'ils ont vécues eux aussi avec Brooke et William. Une femme dit qu'une fois, elle dînait avec sa famille et sa fille, son tout petit bébé de quelques semaines qu'elle venait juste d'adopter. La femme dit se souvenir clairement d'avoir vu Brooke et William qui étaient assis à une autre table, puis ils fixaient son petit bébé, sans arrêt. Et là, Brooke aurait fini par venir voir cette famille-là, à leur table, puis elle complimentait l'apparence du bébé, elle était comme « Oh my God, wow! C'est exactement le bébé que je veux, wow! Elle est parfaite! » en fixant la petite fille. Oh! Tu dis pas ça dans la vie. Ouais. Non, tu fais pas ça. C'est pas genre un bibelot au magasin, là, que tu dis Non. c'est exactement ça que je voulais, là. Pas de même ça marche, là. Ben non, Chris, pas une balayeuse, là. Genre, voyons, c'est un être humain. Ah. Puis là, le fils de la madame, qui était plus âgé un petit peu, là, un petit gars, il aurait dit à Brooke, son nom c'est Sophia. Et Brooke aurait répondu, Sophia. C'est ça. C'est le nom que je veux. C'est exactement le nom que je veux pour ma fille. Genre, yark! T'es creepy, là. Un homme a aussi partagé son expérience avec Brooke. Il était en fait son ex-mari. Ils ont déjà été mariés, puis ils avaient déménagé en Australie ensemble, ça a l'air, parce qu'on dirait que Brooke a vécu 14 vies différentes, là. Mais elle a eu un moment en Australie avec un homme, et elle venait juste de divorcer d'un autre mari quand elle a marié ce gars-là, parce qu'elle avait attaqué avec un couteau. Ben voyons donc. Après quelques mois de mariage avec cet homme-là en Australie, l'homme aurait trouvé des journaux intimes à Brooke, puis dedans, il aurait appris qu'elle avait plusieurs enfants aux États-Unis, tous de familles différentes, puis elle lui avait jamais dit ça. Fait que là, elle était genre, hey, what the fuck, ma femme, 7 enfants, genre. Puis elle notait aussi, dans ses journaux intimes, plein de méthodes différentes pour donner naissance, pour déclencher des accouchements, ou des médicaments et des outils qui seraient nécessaires pour faire des césariennes. Ça, c'est des années avant, là. Elle était genre obsédée par ça. Donc, on dirait que c'est planifié depuis très longtemps. Ouais, elle voulait voler un bébé, là, c'est sûr, depuis longtemps. Avant même de rencontrer William. Fait que là, son histoire de William a demandé un bébé, là, c'est de la bullshit. Elle voulait faire ça à la prochaine femme enceinte qu'elle croisait, on dirait, là. En plus, elle a les trompes de Fallope ligaturées, genre, tu sais, elle est tellement... Elle a aucun sens, tu sais, t'as déjà cet enfant, ok, si t'en veux d'autres, pourquoi tu te fais l'opération, puis t'abandonnes tous tes kits, fait que pourquoi t'en fais d'autres, c'est vraiment à ne rien ni comprendre. Ouais, c'était un trip pour elle, sûrement, là, de faire du mal, là, je sais pas, là. Brooke Cruz plaide coupable aux 3 chefs d'accusation qui pesaient contre elle, et le 2 février 2018, elle va recevoir une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. William, quant à lui, plaide non coupable, donc il va avoir un procès, et il est finalement pas reconnu coupable de meurtre prémédité parce que on n'a jamais pu vraiment confirmer la cause du décès de Savannah et son implication. Le jury a été convaincu que c'est Brooke qui avait tout orchestré puis que William y avait juste embarqué dans le coup une fois que tout avait été fait. Reste qu'il est reconnu coupable de kidnapping et de mentir à la police. Il reçoit quand même la peine de prison à vie, mais avec possibilité de libération conditionnelle. Ok, mais c'est bien ça. Mais il va aller en appel et la Cour suprême du Dakota du Nord va refuser la sentence initiale et elle sera réduite à 20 ans de prison ferme. Moins 775 jours pour le temps déjà passé en prison depuis son arrestation. Ben, on dirait que c'est pas si pire que ça dans ma tête. Il va sortir dans la cinquantaine. Ouais, non, je sais, là. Je suis d'accord, mais on dirait que 25 ans avec possibilité de libération, ça pourrait très bien faire que, comme après 18 ans, on lui donne la chance, tu sais. Ah ouais, je comprends. Il y en a qui au c'est moins, même là, il y a 10 ans, 20 là. ans ferme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben Là, il y a 20 ans En ferme. tout cas, mais c'est sûr, là, que c'est comme à repenser, là, quand il va sortir, ce gars-là, là, Ouais. Ouais, on se rappelle qu'il a quand même été violent avec son enfant de 3 mois, là. Il a fracturé le crâne, là.
Ça reste quelqu'un qui devrait jamais s'approcher d'aucun enfant, là, ever. Là. Il va marcher dans les mêmes rues que Hazley Joe, là, qui va être rendue une jeune adulte à ce point-là. Ah, c'est vrai. Je trouve qu'il aurait pu avoir eu un plus grand rôle dans cette histoire-là qu'on le pense. Savannah était peut-être encore très vivante quand il est revenu du travail, puis c'est peut-être lui qui l'aurait étranglé avec la corde parce qu'il est plus fort que Brooke. Puis là, Brooke, elle avait un bébé dans les mains, tu sais. Je trouve que toute cette scène-là est vraiment complexe pour que ce soit Brooke qui ait tout fait ça toute seule. Ouais, tu sais, quand il était dans le bain puis qu'elle faisait la césarienne, tu sais, Savannah était consciente, comment qu'elle la tenait, comment... Puis même à ça, genre même s'il est arrivé à la fin, mettons, là, puis qu'il a pas vraiment participé à ça, il a quand même aidé à cacher son corps dans l'appart pendant 3 jours, puis après ça, il l'a déplacé, puis après ça, il l'a jeté dans une rivière. Comme ça, c'est très complicité, là. Une centaine de personnes sont venues aux funérailles de Savannah. Tout le monde portait des chandails rouges pour honorer elle et toutes les femmes autochtones disparues ou assassinées dans le monde. Il y a un mémorial érigé près de la rivière Rouge où on a retrouvé son corps. C'est une plaque avec son nom clouée à un arbre, juste à côté d'un immense champ de tournesol qui est sa fleur préférée. Suite au meurtre de Savannah, il y a beaucoup de gens qui jugent que la police de Fargo a vraiment mal géré ce dossier de disparition. Leur réaction était lente, les policiers semblaient pas prendre la disparition au sérieux, et ça a probablement un lien avec le fait que c'était une famille autochtone qui parlait peut-être pas parfaitement l'anglais. Là, je le répète, là, mais pendant 5 jours, un bébé naissant était dans l'appartement du dessus, un micro-appartement, que les policiers ont fouillé plusieurs fois. C'est fou, là. Genre, s'ils avaient vraiment cherché comme il faut la première fois, puis tu sais, vraiment comme il faut, mais je comprends qu'il n'y avait pas de mandat, mais tu sais, ils se sont fait dire « Allez, rentrer », tu sais. Oui, à place de ça. juste jeter un coup d'œil dans chaque pièce, c'était quoi d'ouvrir un garde-robe, de checker en dessous du lit, d'ouvrir un tiroir, comme en plus c'est un tout petit appartement, là, ça devait comme sentir aussi, là, je comprends pas. Les produits nettoyants, ils viennent de laver du sang à ras-bord dans la salle de bain, ça devait sentir le bleach, mettons. C'est vraiment comme s'ils se sont fermés les yeux, puis... Ouais, puis tu checkes le background check de ces personnes-là 2 secondes, puis tu te dis « Hey, ça doit être les suspects principaux de notre enquête, là, ils ont un historique bizarre avec les enfants. » Mais bon. Ça devait tellement être terrible pour la famille qui était juste en dessous, puis qui entendait des meubles, ils entendaient... Tu sais, ils ont vu leur fille partir, jamais revenir, ils entendaient des bruits, ils entendaient des pleurs d'enfants. Ça devait tellement être terrible, là. Je sais pas comment ils ont fait pour pas, comme, défoncer la porte, mettons. Tu sais, t'es convaincu que ta fille est en haut, puis que les policiers font rien. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression que j'aurais pris une batte de baseball, puis j'aurais défoncé la porte, puis j'aurais été voir par moi-même, là. Ils sont bons parce qu'ils sont restés by the book, là. Le pire qu'ils ont fait, c'était comme cogner à la porte en un rassemblement de 25 personnes, mais ils sont restés super pacifiques, ils ont pas dépassé les bornes, ils sont restés respectueux, puis en échange, ils se sont fait envoyer de la merde, là. Ah, c'est fou, c'est tellement triste. En réponse aux critiques faites à la police, le chef de la police, David Todd, a dit « Avoir su que la personne que nous recherchions était morte, nous aurions fait les choses différemment. » C'est sa seule excuse. Mais genre, justement, pourquoi vous avez assumé qu'elle était juste partie d'elle-même? Le but d'une enquête, c'est pas d'explorer toutes les pistes. Avoir su qu'elle était morte, voyons donc. Genre... Crime, le but d'une personne disparue, c'est que tu sais pas justement si elle est morte, puis tu veux essayer de la trouver le plus possible avant qu'elle se fasse tuer. En 2020, une motion a été proposée nommée le Savannah's Act, qui demande au département de justice d'établir un protocole pour gérer les cas de disparition et les meurtres irrésolus des peuples autochtones, qui sont trop souvent négligés. Cet acte demande de mieux collecter et classer les données en lien avec les meurtres et disparitions d'Autochtones et de les prendre en considération dans leur manière d'enquêter les dossiers. Parce que ça n'a aucunement été pris en considération que les femmes autochtones sont à le plus gros risque de subir des crimes violents. Ils auraient peut-être été alarmés plus vite s'ils savaient ces statistiques-là, mais probablement qu'ils les savaient. On demande aussi une meilleure collaboration entre le département de police et les tribus. Selon le Savannah's Act, 84% des femmes autochtones sont victimes de violences sexuelles ou physiques au courant de leur vie. 84%! Fait que quand tu nais, que t'es une femme, tu te dis « pas mal certain que je vais subir de la violence dans ma vie ». Cette motion a été proposée en 2020. Avant, rien avait été entrepris pour reconnaître la situation critique et dangereusement inquiétante des crimes commis envers les Autochtones au Dakota du Nord. Mais pour finir sur une note positive, je retourne dans le temps, là, le 12 septembre 2017,
3 semaines après qu'on l'ait retrouvé, Ashton a obtenu la garde de sa fille Hazley Jo. Il avait vraiment peur parce qu'à cause de son statut d'Autochtone puis des préjugés, il avait vraiment peur que le système lui refuse la garde. Mais il a réussi, après une longue lutte contre le système, à l'avoir. Tu sais, je rappelle que jusqu'en 77, le gouvernement arrachait littéralement des enfants autochtones de leur famille pour, entre guillemets, leur donner une meilleure vie. Mais c'était pour les assimiler, là. Fait que disons que c'était très traumatisant de passer proche de perdre la garde de sa fille. Mais au moins, ça l'a bien terminé de ce côté-là, là. Hazley Jo a vécu sa petite vie tranquille avec son papa. Il y a une page Facebook ou un groupe Facebook, je me rappelle plus, là, qui met des mises à jour de la petite. Puis, tu sais, c'est ouvert au public, là, tout le monde peut aller voir. Puis elle est super belle, elle rayonne comme sa mère le faisait. Puis ensemble, le père et la fille essayent de guérir de cette horrible blessure petit à petit. Oh là là, c'est pas facile. On peut se demander, tu sais, pour le cas de Savannah, est-ce qu'elle a été ciblée spécifiquement parce qu'elle est autochtone? Est-ce que Brooke et William l'ont pas traitée comme une humaine égale à eux, ils l'ont vue inférieure à eux, qui méritait moins la vie qu'eux, en décidant que c'était elle leur cible pour voler son bébé? Tu sais, on peut penser qu'ils ont choisi une femme autochtone comme victime en pensant que sa disparition alerterait moins la population, puis ils ont eu raison, parce que l'enquête sur sa disparition était vraiment botchée. Là, je suis loin d'être une activiste ou une experte sur le sujet, là, mais je m'intéresse quand même, et ça me touche beaucoup la cause des Autochtones. Fait que je voulais soulever aussi cette thématique-là qui est vraiment importante dans cette histoire. Ce n'est pas vraiment juste un cas isolé. Le Canada a son lot d'histoires terribles. En tant que femme, en tant que Québécoise, en tant qu'humain, mais aussi en tant que consommateur de true crime, je trouve que c'est important d'aborder ces thématiques-là. Puis le true crime, c'est un médium que c'est tabou, là. On peut rapidement être irrespectueux, susciter des questionnements, mais ça permet de parler d'histoires souvent oubliées, qui touchent des communautés marginalisées. Fait que je tenais à en parler. Mais voilà. Oui, c'est bien. C'était le cas de Savannah LaFontaine-Greywind, une jeune femme de 22 ans dont on a littéralement arraché le bébé de son ventre et tué. Ah, j'avais entendu cette histoire-là il y a quelques années, puis ça m'avait troublée, ça me trouble encore. C'est tellement dégueulasse comme histoire, là. Pauvre elle qui devait comme déjà, genre, subir plein de stress par rapport à l'accouchement, puis que ça termine comme ça, là, c'est terrible. Terrible. C'est gratuit. C'est pas supposé arriver, là, ce genre de situation-là. Puis comme j'espère juste que la petite Hazley Jo, elle va vivre sans... qu'elle sera pas trop traumatisée de ça, là. J'espère juste qu'elle puisse vivre sa vie, puis que, tu sais, si, exemple, à ses 25 ans, elle sort, cette femme-là, ben j'espère qu'elle va se tenir droite, puis forte, puis qu'elle va se rappeler de sa mère, puis qu'elle aura pas peur de... marcher dans la rue, là. Puis j'ai l'impression que sa famille puis son entourage, ils font attention à garder Savannah en mémoire, lui rendre honneur, rappeler sa vie et toutes les belles choses qu'elle aurait pu accomplir si on lui avait laissé la chance. Désolée d'avoir pété votre journée, c'est une histoire vraiment fâchante et déprimante, là. Mais c'est important, comme tu dis, qu'on la raconte, puis c'est tellement pas la seule histoire, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas arrivé ce cas-là exactement une autre fois, là, je sais pas comment le dire, là, mais je veux dire, il y a tellement de trucs qui se passent dans les communautés autochtones qui méritent d'être parlés. Ouais, ça c'est une histoire qui a quand même fait jaser, là, mais il y en a des millions qui passent sous le radar, que les gens prennent même pas la peine d'écrire un petit article dans le journal. Dans le sondage qu'on avait posté là, pour avoir vos feedbacks pour la prochaine année, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il aimerait entendre des histoires à propos des communautés autochtones, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment, je pense, couvertes jusqu'à présent. Fait qu'en tout cas, j'ai essayé de plus en faire cette année, parce que c'est important. Oui, c'est vrai. Puis des moins connus que celle-là. Ben, merci de l'avoir fait, puis c'est vrai que c'est important d'en parler. C'était très bien raconté. Merci. Même si je connaissais l'histoire, je connaissais pas comme autant de détails sur ce qui s'était passé, là, justement, puis sur les journées avant, là. Ça rendait ça encore plus crève-cœur, là, c'est fou. Ben, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, chers cornets-cornettes, n'oubliez pas d'aller nous donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous fait vraiment plaisir, c'est ça qui nous encourage le plus. Ça prend pas de temps à faire, en plus. Non, ça prend juste 2 secondes. Sinon, si vous pouvez vous le permettre, abonnez-vous à notre Patreon.
On poste des épisodes bonus, des lives, des fois les épisodes sont filmés. On jase, les épisodes sont aussi disponibles en avance. C'est full le fun, fait qu'hésitez pas à rejoindre notre belle communauté Patreon. Puis sinon, on est sur Instagram pour les photos, des stories et toute la kit. Abonnez-vous aussi. Yes! Merci d'être encore là après 48 épisodes et puis Oui! On est contente de la communauté qui grandit puis de continuer à faire ça encore à chaque semaine puis c'est ça, on est contente que vous soyez toujours là. On vous aime beaucoup, beaucoup. Ouais, merci, ça nous encourage vraiment. Puis c'est fou, tout le parcours qu'on a traversé jusqu'à présent. Il en reste juste... Attends, ça n'a aucun sens la phrase que j'allais dire. J'essayais de dire comme... et le meilleur est à venir, c'est ça. Le meilleur est à venir! Vers l'infini et plus loin encore! Je suis comme Michael Scott, on va dire dans un épisode, il dit genre... Des fois, je commence une phrase puis je sais pas comment je vais la finir, là. Ben ça, c'est un peu moi. Ouais, mais c'est bien chill. Écoute, la semaine prochaine, comme Ju elle a dit, si vous voulez écouter une histoire, eh bien, joignez-vous à Patreon. Ce sera mon petit défi, un crime de voisin. Oui, ça va être trop et cool. Puis sinon, on se revoit dans 2 semaines. Yes, pour les autres, on a une petite pause, fait que à dans 2 semaines. Bye, bisous, merci! Bye, bisous les cornets!